Cours sur la philosophie fondamentale de Pythagore-Leibniz. Alors, beaucoup de gens connaissent le théorème de Pythagore géométrique dans un triangle rectangle, dans un espace euclidien. Bon. X carré plus Y carré égale Z carré, comme je viens de dire. Bon. Donc ça, c'est assez connu. Mais Pythagore n'a pas fait que ça. Il a introduit, entre guillemets, l'algèbre de la musique aussi, les do, ré, mi, fa, sol, la, si, et les tierces, les quintes. Il a défini les rapports harmoniques, tout ça aussi. Il a travaillé en musique, excellent travail. Mais aussi, il a travaillé en philosophie des mathématiques. Et il est arrivé à la conclusion, alors on ne sait pas trop comment, parce que les archives historiques, au moins 3e siècle avant Jésus-Christ, ou par là, bon, bah, on n'a pas beaucoup de traces, on n'a pas beaucoup de livres, on ne sait pas trop comment il a fait pour trouver la maxime fondamentale en philosophie des mathématiques, qui est, deux points ouvrez les guillemets, tout est modélisable en mathématiques. Point à la ligne. Bon, c'est pas 36 milliards de mots. Donc tout est modélisable en mathématiques. Comment il a fait à son époque pour comprendre ça? Intuition géniale, révélation, mystère et boule de gomme. Et à part, si la machine à remonter dans le temps, absurdité existe, bon, bah, on le saura jamais. Enfin, sauf si Dieu arrive et nous explique, mais bon, peu probable. Donc, Pythagore a intuité, disons, la maxime fondamentale des mathématiques. Tout est modélisable en mathématiques. En revanche, faut pas croire que tout est mathématique. Ah non. Les mathématiques, c'est une science. La reine des sciences, mais c'est une science. Et tout n'est pas science. Il y a les 16 concepts. L'amour n'est pas de la science. Bon. Donc en particulier, l'amour n'est pas des mathématiques. En revanche, les mathématiques modélisent l'amour. Ou comme tout autre concept. Il y a les mathématiques du bien, il y a les mathématiques du mal, il y a les mathématiques de la guerre. Tous les concepts. C'est mon 4e postulat. Toutes les suites de concepts existent. Donc, corollaire, chaque concept se compose avec chaque concept. Donc, il y a 16 concepts, donc ça fait 16 fois 16, 256 couples de combinaisons de concepts. Bon. Donc, en particulier, la science se compose avec les 16 autres concepts. Mathématiques sous-partie de la science, donc les mathématiques aussi, se composent avec les 16 concepts. Imparables. Donc, les mathématiques étudient, entre autres, n'importe quel concept. Mais bien sûr, chaque concept a ses lois mathématiques propres. Hein. Les mathématiques de l'amour ne sont pas du tout de la même nature que les mathématiques de la justice. Hein, pas pareil. Les équations sont pas les mêmes, les postulats sont pas les mêmes, les outils symboliques, bon des fois c'est les mêmes, mais la majorité du temps c'est pas les mêmes. Les informations de l'amour sont pas de même nature que les informations de la justice. Donc, les mathématiques modélisent tout. Alors, à l'époque de Pythagore, on ne sait pas trop quelle définition ils avaient des mathématiques, hein, mais certainement pas la bonne. Bon, il paraît qu'à cette époque-là, une des variantes de la définition, c'était en gros la science de toutes les techniques. Bon, pas mal. Mais on comprend pas très bien ce que ça veut dire. Et puis c'est un peu redondant, on dit les maths c'est une science,
Bon, bah, évidemment, c'est une science. Bon, mais de toutes les techniques, c'est quoi une technique? Alors, bon, compliqué, c'est pas très rigoureux. Bon, c'est pas mal, mais... Donc, quelle est la définition moderne des mathématiques? Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, découvert. Je l'ai lu dans une encyclopédie. Bon. En fait, c'est simple. Enfin, non, c'est pas simple, mais en fait, il y a peu de mots. La définition moderne des mathématiques, c'est un ensemble de connaissances abstraites. C'est pas concret, les mathématiques. Personne n'a jamais vu 1 + 1 = 2 dans la nature. Personne n'a jamais touché, senti, entendre, ou je sais pas quoi. L'idée 1 + 1 = 2. Non, c'est des connaissances abstraites. Donc les mathématiques, c'est un ensemble de connaissances abstraites, issues, ou résultant, c'est pareil, issues, résultant, peut-être mieux, résultant de raisonnement logique, et point la ligne. Donc les mathématiques, c'est un ensemble de connaissances abstraites, issues de raisonnement logique. Donc, bon, c'est pas si simple que ça à digérer la définition, mais il faut la prendre par cœur. Puis après, petit à petit, on commence à la comprendre. Donc pourquoi les mathématiques peuvent se composer avec tout? Parce que bon, on va prendre l'amour par exemple. Les mathématiques de l'amour. Bon, bah l'amour. Dans l'amour, il y a la logique spécifique à l'amour, qui n'est pas la même que la logique à la guerre ou à la justice. Chaque concept a ses propres lois logiques. Donc, si vous raisonnez sur l'amour, il faut que vous sachiez d'abord un peu les lois logiques de l'amour. Donc, une fois que vous avez identifié les opérateurs logiques de l'amour, les lois logiques de l'amour, bon, bah, vous bâtissez des raisonnements logiques amoureux. Puis, une fois que vous bâtissez raisonnement sur raisonnement, structure, tout ça, vous en déduisez des nouvelles formules, ou des équations, ou des théorèmes, ou définitions, propositions. Donc, vous bâtissez petit à petit lemmes, théorèmes, définitions, preuves, dans tous les concepts. Imparables. Et par exemple, bien sûr, il y a des invariants dans tous les concepts, comme le principe de causalité, cause-conséquence. L'exemple classique que je donne à mes étudiants, pour comprendre que même en amour, la loi de causalité s'applique, c'est imaginer, un homme, une femme, puis amoureux, tout ça. Puis d'un coup, paf, ils s'engueulent. Bon, ils s'engueulent, puis violemment, imaginons. Donc, au bout d'un moment, l'homme, il est assez... pour faire basique, simple, tout ça, il a le choix entre deux solutions. Soit il en a marre, et puis il balance une grosse tarte dans la gueule à sa femme. Soit il va faire un tour au fleuriste, puis il lui ramène un joli bouquet de fleurs rose-rouge, ou je sais pas quoi. Donc, le même scénario, on s'engueule, deux causes possibles, mais pas les mêmes. C'est tarte dans la gueule ou bouquet de fleurs. Eh ben, suivant que vous choisissez telle cause ou telle autre, croyez-moi sur parole, vous n'allez pas avoir les mêmes conséquences. Dans un cas, si vous filez une tarte dans la gueule à votre femme, dans la majorité des cas, même des fois, ça peut se régler à la police. Pas cool. Puis c'est pas très gentleman, tout ça. Puis votre femme, elle va sentir passer la baffe, et puis elle va vous en vouloir pendant longtemps, etc., etc., etc. Donc cause, baffe dans la gueule, conséquence, pas cool. En revanche, cause, bouquet de fleurs, pardon ma chérie, allez, réconcilions-nous, faisons la paix, l'amour et tout ça. Avec un bouquet de roses, plus de chances de conséquences favorables.
Donc, cause, conséquence. Suivant la cause, vous n'avez pas forcément les mêmes conséquences. Si vous changez de cause, pas forcément les mêmes conséquences. Donc, c'est le principe éternel qu'on rédige en mathématiques. Si hypothèse, cause, si telle cause, alors telle conséquence. Bon. Donc, philosophie de base pythagoricienne, tout est modélisable en mathématiques. Et puis, c'est resté comme ça pendant des siècles. Tout le monde était, ouais, super. Puis bon, personne n'avait pensé à l'améliorer. Jusqu'à ce que le génial Leibniz arrive. Et puis lui, bon, alors, on sait un peu plus comment il a fait, on a pas mal de ses écrits, tout ça, mais ça reste encore un peu mystérieux, comment il a eu exactement l'intuition de la maxime, de l'amélioration de la maxime de Pythagore. Parce que lui, il est arrivé, bon, ok. Et puis, il a dit, Pythagore génial, mais il manque quelque chose. Puis il a trouvé... c'est que la nouvelle maxime, Pythagore-Leibniz, c'est tout est modélisable en mathématiques, bon, et en ensemble de 0 et 1. Codé en paquet de 0 et 1. C'est-à-dire que tout est modélisable en mathématiques et dans un langage binaire. C'est-à-dire... on prend une feuille de papier, on écrit que des 0 et des 1 dans un certain langage, et puis voilà, c'est la vérité sur cette thématique. Oh bah dis donc, fallait y penser. Hein. Alors le langage binaire, tout ça, pas simple du tout le langage binaire. Quand on a le droit qu'à 2 nombres 0, 1, bon, alors on a l'impression qu'on va être très limité. Hein. Donc, moi, je me souviens de ma première fois que j'ai vu ça, je me dis oh bah dis donc. Normalement, j'ai droit à mes 10 nombres, et encore, bon, c'est assez limité. Mais là, on se limite à 2. Oh bah, dis donc, on va pas pouvoir faire beaucoup de choses. Et non, le langage binaire permet, dans une certaine structure, une certaine forme, de tout coder. Ah bon. Bon, alors, c'est pas simple à comprendre. Par exemple, l'algèbre de base, si tu as droit qu'à 2 nombres 0, 1, alors l'addition dans cette algèbre de base, bon, bah, tu as 0 et 1. Bon, bah, tu n'as que 4 possibilités. 0 plus 0, 0 plus 1, 1 plus 0, 1 plus 1. Bon. Ça n'a pas l'air sorcier comme ça, mais tu as droit qu'à 2 nombres, 0 et 1. Alors 0 plus 0, la tête à Toto, fastoche. 0 plus 1 ou 1 plus 0, bon, c'est pas sorcier. Mais en revanche, 1 plus 1, aïe, t'avais combien? Eh ben ça fait 0. Dans le langage simpliste basique. Mais après, si on commence à passer en langage binaire, avec les sommes, les séries et tout ça, 1 plus 1, ça fait 10. Ça, ou alors, 1 plus 1 égale 1, 0. Peut-être un peu mieux dit. Bon, mais on raccourcit en disant 1, 0. Bon, on le dit 10. Comme en langage binaire évolué. 10 plus 10, ça fait 100. 10 en langage binaire, en fait, c'est 2 en langage décimal. 1, 0, c'est 10, c'est le nombre 2 en nombre classique dans une base 10. Donc, 10 plus 10, en langage binaire, ça fait 2 plus 2. Bon, bah, fastoche, en langage décimal, 2 plus 2 égale 4. Mais 4 en langage binaire, c'est 100. C'est 1, 0, 0. Bon, prenez un cours particulier de maths là-dessus. Le prof vous expliquera la base 10, la base 2, tout ça, comment additionner des nombres en base 2, multiplier, tout ça. Donc Leibniz, coucou, il a introduit la base 2.
Il a approfondi la maxime de Pythagore en disant, bah oui, tout est modélisable en mathématiques, super Pythagore, mais je rajoute en paquet et dans le langage binaire, en paquet de 0 et 1. Oh, révolution! Et puis maintenant, tous nos petits joujoux informatiques, téléphones et compagnie, bah, ils font exactement ça. C'est pour ça que dans beaucoup d'universités d'informatique, il y a la statue de Leibniz, le père intellectuel fondateur de l'informatique. Donc, tout est modélisable en mathématiques et en paquets de 0 et 1. Bon, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. Après, il y a eu Georges Boole qui est arrivé, qui a dit « Ah, intéressant tout ça, mais on n'a pas la bonne algèbre en des binaires. » Alors lui, il a étudié ça pendant des années et il nous a pondu l'algèbre de Boole, qu'on appelle ça en son honneur. Donc, bon, il faut se farcir l'algèbre de Boole, pas facile. Et puis après, il y a eu génial mathématicien sur génial mathématicien qui ont approfondi, amélioré. Oh là 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 là. Alors, ce serait un cours, si on devait faire un petit historique de cette maxime, alors là, on n'a pas fini. Minimum 50 heures, voire 100 heures de théorème de maths sur théorème de maths. Puis bon, après, si on fait un saut dans le temps, si on élimine plein d'étapes, après, donc, il y a eu Pythagore, Leibniz, bon, Boole, qui a amené la première l'algèbre. Puis après, bien sûr, il y a eu Galois, structure algébrique, théorie des groupes, tout ça. Bon. Puis après, il y a eu Hilbert, les postulats de toutes les géométries, tout ça. Il a amélioré les postulats de la géométrie, de l'algèbre, tout ça. Et bon, il y en a eu d'autres, plein. Ça a fait un conglomérat. Puis après, il y a eu Shannon, Claude Shannon, la théorie de la communication, de l'information, tout ça. Oh, waouh, révolution. Et surtout, peut-être aussi, il y a eu Alan Turing. Alan Turing, alors là, vous avez de la documentation sur le web, sur Internet, Google est mon ami. Sur Alan Turing, bah alors, il vous faut au moins 50 heures de lecture pour lire un peu ce qui... un petit résumé. Oh bah dis donc, Alan Turing, c'est pas facile à comprendre. Donc sa plus grande révolution peut-être, parce qu'il n'en a fait pas qu'une, mais peut-être sa plus grande révolution, enfin c'est mon point de vue, sa plus grande révolution mathématique à Alan Turing, c'est il a inventé, découvert ce qu'on appelle maintenant la machine de Turing. Et en gros, pour faire simple, il a inventé l'idée de l'ordinateur universel. Oh bah dis donc. Et il a démontré que tout ordinateur, quel qu'il soit, bah il peut être modélisé, quoi qu'il fasse, quel que soit son logiciel, son programme, sa routine, ce qu'il veut, quel que soit l'ordinateur et quel que soit le logiciel qu'il utilise, il peut être modélisé, exactement tout ce qu'il fait, par une machine de Turing avec, bien sûr, le bon logiciel. Oh, révolution! Il existe une machine universelle informatique. Un ordinateur universel qu'on appelle la machine de Turing. Oh, révolution! Donc, on continue, on agglomère des briques. Donc, théorie de Shannon, comment quantifier une information en bits 0,1, bon, très intéressant, surtout si tu veux compacter des images, des fichiers son, ou ce que tu veux. Faut savoir quantifier l'information. Bon. Donc, Claude Shannon. Après, en même temps, bon, Alan Turing, l'ordinateur universel, plus X théorème,
Et puis aussi, la deuxième, peut-être, révolution d'Alan Turing, c'est l'intelligence artificielle. Oh bah dis donc, ça c'est fabuleux, l'intelligence artificielle. Donc si on a un ordinateur universel, et en plus on le programme avec une intelligence artificielle, oh bah Speedy Gonzales, l'ordinateur. Une grande aide pour le mathématicien qui très souvent a des calculs pharaoniques à faire. Alors bon, à la main, impossible, il y passerait toute sa vie et même plus. Donc pour ça, on utilise des gros ordinateurs. Mais on a des tels problèmes très compliqués que l'ordinateur, des fois, il te dit, bon bah, je veux bien résoudre ton calcul, mais il me faudra 10 millions d'années. Oh bah super, j'ai pas fini. Donc bon, ce qu'on a fait avec Alan Turing et tout, c'est qu'on a créé des logiciels IA, intelligence artificielle, pour aller dardar motus au résultat, le plus vite possible. Bah ouais, parce que suivant l'algorithme de résolution de votre calcul mathématique à faire, dans un cas vous mettez X temps, dans d'autres cas Y temps, et puis le meilleur des meilleurs algorithmes, vous mettez un chouïa de temps. Bon, le mathématicien est un adepte de la loi du moindre effort. Et aussi son ordinateur, tant qu'à faire. Donc, tant qu'à faire, il préfère qu'il rame le moins longtemps possible. Bon. Surtout qu'en général, bon, on est assez pressé d'avoir le résultat. On n'a pas envie d'attendre des plombes. Donc, on cherche toujours le plus rapide. Alors, des fois, on met longtemps avant de pondre l'algorithme le plus rapide pour résoudre telle problématique. Bon, mais si tu vas bourrin, certains problèmes, l'ordinateur te dit il me faut 10 000 ans pour le résoudre. Bon, pas cool. Donc tu essayes de faire un algorithme intelligent. Et des fois, bon bah ça va beaucoup plus vite. Et donc après, est arrivée la théorie de la complexité, qui te dit à l'avance, justement on en parlait, qui te dit à l'avance, pour résoudre telle problématique, tel calcul, il te faut tant d'opérations au minimum. Alors on quantifie ça en grand taux, petit taux, de polynômes, d'exponentiels, de plein de trucs. Non, mais en général, bon, assez souvent, c'est des polynômes. Donc par exemple, tel type de problème, par exemple, si tu as n nombres, par exemple 10 nombres, on te balance un problème, on te dit tiens, je te balance 10 nombres au hasard. Combien de temps et de calcul élémentaire avec un ordinateur ou à la main il te faut pour classer ces nombres du plus petit au plus grand? Là, par exemple, je te file 10 nombres à la con. 33, 5, 158, 24, je sais pas quoi. 10 nombres, tac, 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 dans le désordre. Puis je te dis, vas-y, Dardar Motus, classe-les-moi dans l'ordre. Bon. À la main, c'est chiant. Donc t'écris un programme à ordinateur. Mais tu écris comment? Qu'est-ce qu'il fait comme opération? Tout ça. Donc la théorie de la complexité te dit, écoute petit gars, quoi que tu fasses, de toute façon tu feras au minimum n log n opérations. Par un petit calcul de minimum. On sait que de toute façon, si tu as n nombres en entrée, dans le minimum du minimum possible, il te faut minimum n log n opérations pour les classer de façon ordonnée. Donc, bon, la théorie de la complexité te le certifie. Donc, le plus malin qu'un singe, il se dit, bah tiens, je vais chercher un algorithme, si j'ai n nombres en entrée, je vais essayer de me démerder à trouver un algorithme proche de n log n. Puis, coup de cul, dans les bouquins de maths, on le connaît. C'est l'algorithme de dichotomie, bon. Fastoche, cours de première année... de licence, ou je sais pas quand. Donc on a introduit en plus la théorie de la complexité. C'est-à-dire qu'on peut calculer à l'avance
combien d'opérations élémentaires il faut pour tel algorithme pour converger vers la solution. Par exemple, pour calculer la énième décimale de pi, bon, si c'est la première, bon, fastoche. Mais si c'est la 10 milliardième de la décimale de pi, que je sais pas pourquoi, t'en as besoin pour un calcul de je sais pas quoi. Imaginons que tu aies besoin de la 10 milliardième décimale de pi. Bon, bah bonjour, avant de la calculer. Alors tu as plein d'algorithmes qui calculent les décimales de pi. Bon, alors il y en a qui sont plus ou moins rapides, mais si tu dois atteindre la 10 milliardième, vaut mieux que tu prennes le plus rapide. Hein. Donc tout ça, ça se calcule. La complexité d'un problème, la complexité calculatoire d'un algorithme, c'est-à-dire que si on te donne un algorithme pour résoudre tel problème, tu peux quantifier à l'avance combien de temps il va mettre à coup d'opération élémentaire pour converger vers le calcul. À l'avance, théorie de la complexité. Donc Pythagore l'a amené, tatati, tatata, tatati, tatata, tatati, tatata. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, en fait, tout est modélisable en mathématiques et en paquets de 0 et 1, calculé par une machine de Turing, l'information quantifiée par Shannon d'abord, Claude Shannon, théorie de l'information. Et puis, bien sûr, il a fallu aussi rajouter le génial russe Kolmogorov, qui a introduit... la quantification algorithmique d'un certain point de vue, la quantification du hasard aussi au passage, en même temps, la théorie des probabilités, les axiomes, les postulats. Donc en gros, qu'est-ce qu'il dit ? Comment quantifier par exemple une suite de nombres aléatoires, un nombre aléatoire ? Par exemple, si en binaire, prenons une suite aléatoire binaire, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, bon. Imaginez, vous tirez à pile ou face, voilà. Vous tirez à pile ou face, puis bon, vous notez pile, face, ou alors 0, 1, 0, 1. Bon. Vous jouez à pile ou face. Et après, vous vous posez la question... Qu'est-ce qui est le plus hasardeux ? Est-ce qu'il y a des combinaisons qui sont plus au hasard que d'autres, ou tout le monde est pareil, c'est le hasard uniforme ? Ou alors, est-ce qu'il y a des combinaisons qui sont plus hasardeuses que d'autres ? Est-ce qu'on peut quantifier le hasard ? Eh ben oui, Kolmogorov l'a trouvé. Par exemple... Si je vous dis, avec ma pièce, j'ai jeté 1 million de fois la pièce, bon, admettons, et au hasard Balthazar, je te dis que j'ai fait 1 million de piles. Oh bah dis donc. L'autre, il dit, ouais, le hasard, c'est ça, ouais. Pas trop au hasard, cette connerie. Bon. Bah ouais, la première intuition est claire, il n'y a pas de hasard, non. Si tu fais 1 million de tirages et tu fais 1 million de piles, bah tu dis, elle est truquée la pièce. Faut pas être sorti de Polytechnique pour le savoir. Donc 1 million de piles sur 1 million de tirages, peu probable que ça soit du hasard, forte chance de triche, tout ça. Donc comment le quantifier ? Eh bien, tout simplement, l'idée géniale de Kolmogorov, c'est de dire comment générer ma suite aléatoire, entre guillemets, en code informatique. Comment générer cette suite avec le minimum de symboles dans un langage informatique. Ou dit autrement, quelle est la taille du plus petit programme informatique dans un certain langage, Python, Java, ce qu'on veut, c'est... Quelle est la taille du plus petit programme informatique qui me génère exactement cette suite ? Bon, ben, pour tout bon informaticien, générer 1 million de 1 à la queue leu, bon, c'est hyper fastoche, ça s'écrit en 3-5 lignes à tout casser, ou... Enfin bon, en très peu de lignes, tu fais une boucle...
for i égale 1 tout 1 million, write 1, ou je sais pas quelle connerie. Donc t'écris 1 million de 1 dans un fichier texte, très facile, tu fais une boucle, for i, bon, voilà. Donc la taille du programme pour générer ces 1 million de 1, bah, est très petite. Infinie, enfin, est très petite, très peu de symboles de codage informatique pour générer cette suite. En revanche, si je te donne 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, vraiment une suite assez aléatoire, eh ben, comment tu fais pour l'écrire? Eh ben, d'un certain point de vue, il a démontré, intuité, tout ça, que plus la suite est aléatoire, plus t'as pas le choix. Et au dernier degré de l'aléatoire, t'as qu'une solution, le programme le plus court, c'est de réécrire textuellement la suite. C'est le programme le plus court. Donc, si t'as une suite totalement hasardeuse de 1 million de bits, totalement aléatoire, la taille du programme le plus court pour la générer, bah, c'est de réécrire la suite elle-même. Tu peux pas la compacter. Donc, sa taille, c'est 1 million de bits, où tu écris la suite. Donc, cette suite aléatoire, totalement aléatoire, il te faut un programme d'1 million de bits, tandis que la suite à la conque 1 million de 1, il te faut, 3-4 lignes de bits, et encore pas beaucoup. Donc, il arrive à quantifier les suites aléatoires. Ah bah, génial. Donc, quantification de l'information, qu'elle soit aléatoire, pas aléatoire, par tout simplement la complexité de Kolmogorov, qui est la taille du plus petit programme informatique qui génère ta suite ou ce que tu veux. Donc, Hilbert, Shannon, Turing, Kolmogorov. Puis, il y en a eu un paquet d'autres. Donc, en fait, un des derniers en date, qui est encore vivant d'ailleurs, c'est Alain Cohn, qui a compris, depuis un petit moment déjà, que l'univers n'est ni commutatif ni associatif. Donc, bon, pour résoudre des problèmes de mécanique quantique, d'incertitude, tout ça, Schrödinger, Heisenberg et compagnie. Et il a eu l'idée de génie de se dire, bah oui, l'univers n'est ni commutatif ni associatif. Donc on va faire une géométrie non commutative. Hein. Donc, géométrie non commutative et bien sûr aussi non associative. Donc, coucou les octonions. Donc après, comment faire une géométrie avec des genres d'algèbre, octonions, tout ça, bon. Pas simple. Avant de digérer Alain Cohn, il faut du temps. Donc, même l'espace physique, la mécanique quantique, les objets infiniment petits sont modélisables en mathématiques. Mais attention, pas avec l'algèbre des réels ou du corps des nombres complexes, R ou C. Aucune chance d'y arriver, tu feras que des approximations. Non, Alain Cohn te le dit bien. Algèbre non commutative. Donc, minimum du minimum, quaternion ou hamiltonien, comme vous voulez. Les quaternions, dimension 4. Mais malheureusement, les quaternions, ils restent associatifs, donc ça marche pas encore. Donc tu es obligé minimum de passer aux octonions dans ton algèbre géométrie. Bah pas simple, hein. Donc en fait, avant de bien comprendre, à notre époque, Pythagore, Leibniz, tout ça, il en faut des années d'études de mathématiques. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Puis, c'est pas simple. Hein. Donc, il y a Pythagore, Leibniz, et donc leur philosophie fondamentale, c'est que tout est modélisable en mathématiques. Et stocké, codé, en paquets de 0 et 1, en langage binaire. Bon courage pour comprendre.